Merci Monsieur Le Croard, ces mots d'accueil très sympathiques et qui témoignent, et je m'en réjouis, de votre connaissance de ce jardin. Un jardin, c'est amusant parce que je me faisais la réflexion il y a quelques minutes en me disant qu'en fait, je pense que c'est un des jardins remarquables, il n'a pas encore le label, mais un des jardins singuliers et formidables, qui se trouve peut-être à moins de 30 minutes en voiture d'ici, puisqu'il se situe sur la commune de Bénerville, aux portes de Deauville. Donc pour cette conférence qu'on a imaginée avec l'Institut européen des jardins, que je remercie de son accueil, cette conférence en fait va être en deux parties. La première partie va nous permettre d'explorer un peu l'histoire de ce parc, et vous allez voir que l'histoire de ce parc, elle remonte à la moitié du XVIIIe siècle, pour ce qui est des éléments que nous en connaissons. Et on va en faire un petit peu l'historique, la genèse, et surtout la manière dont Calouste Gulbenkian l'a façonné, jusqu'à sa mort en 1954. Et puis, dans un deuxième temps, et ce sera l'occasion de revenir sur une conférence que j'ai donnée récemment dans le cadre du colloque que l'Institut européen des jardins avait assisté, où certains d'entre vous ont peut-être assisté aussi, sur jardin et littérature. On va mesurer combien ce parc, dans sa reconstruction, à partir justement des années d'après-guerre, a été profondément marqué par les préconisations d'un de nos grands prix Nobel de littérature, à savoir Alexis Léger, dit Saint John Perse, prix Nobel de littérature 1960, un des 17 prix Nobel de littérature française, et qui, pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure, s'est passionné à distance pour ce parc et a constamment, durant 5 ans, adresser des préconisations et des conseils à Calouste Gulbenkian, avec qui il partageait la même passion pour les jardins, la botanique et les oiseaux. Donc, dans un premier temps, je vous disais l'histoire de ce parc. Donc, ce parc des Enclos, donc on va le situer d'abord sur une carte. Voilà le plan 1750. Donc, vous voyez, vous situez tout à fait l'estuaire de la Touques, entre Trouville et Deauville. Et puis, au sud de cet estuaire, on va zoomer un petit peu. Et en zoomant un petit peu, on va s'apercevoir que Deauville, aux portes de Deauville, on a la commune de Bénerville, et déjà, on a la mention les Enclos. Donc voilà la localisation exacte de ce parc qui se situe sur les pentes du mont Canisy, à proximité, et vous allez voir que ça aura une incidence très importante pendant la guerre, à proximité immédiate des batteries du mont Canisy. Donc ce parc, en 1750, s'appelle effectivement le domaine des Enclos, c'est le nom historique, et il était la propriété d'un conseiller qui s'appelait Jean-Michel Bicherel et de sa femme Marie-Louise Catherine Pouchin du Tailly, qui étaient tous deux de famille de Robes, sachant que M. Jean-Michel Bicherel était conseiller auditeur à la Cour des comptes de Rouen. Vous voyez déjà que la circulation entre ce qui était la Basse et la Haute-Normandie se faisait très allègrement, avec un choix de prédilection pour des lieux de résidence sur cette partie du pays d'Auge. Il y avait un château qui s'y élevait en 1750, mais ce n'était pas la seule propriété du couple, car ce couple possédait également un manoir à Pont-l'Évêque. Cette demeure historique, dans ce parc, était donc une demeure de loisirs, j'ai envie de dire, de demeure à la campagne, et elle donnait bien évidemment sur les paysages et les cônes de vision du pays d'Auge, avec déjà une vue extraordinaire. À partir de 1793, comme les Bicherel n'avaient pas d'héritier, le château passe en viager à un comte, qui était le comte de Blagny. Et puis, à la mort de Mme Bicherel, c'est un viager qui a quand même duré 22 ans, les héritiers revendent, et une partie des terrains reste dans la famille du comte de Blagny, puisque c'est le comte de Blagny qui, en 1930, va le vendre à un exploitant qui va transformer le château en hôtel. Et donc, dans les années 30, ce domaine des Enclos est un château transformé en hôtel. On va regarder une autre vue qui va nous montrer l'entrée du parc. Donc voilà pour ce qui est de l'entrée de ce domaine. Vous voyez, on aperçoit ici une chaumière qui existe toujours, et puis à cet endroit-là, le manoir transformé en hôtel. Ici, on est dans les années 30, à l'époque où Calouste Gulbenkian, une des plus grosses fortunes du XXe siècle, mais aussi un des plus grands collectionneurs d'art du XXe siècle, se rend régulièrement à Deauville, et Calouste Gulbenkian, en 1928, fait la visite des jardins du Retiro à Malaga, et il a ce jour-là une révélation. En visitant les jardins du Retiro, il est ébloui et séduit par cette composition de jardin,
et il prend conscience que lui, grand collectionneur d'art, n'aura jamais les aptitudes à créer les tableaux qu'il aime ou les sculptures qu'il collectionne, mais par contre, se dit-il, créer une œuvre sous forme d'un jardin à ma façon, je sens que je peux l'entreprendre et le réaliser. Et cette idée d'un jardin à sa façon va le guider à partir de 1928 et va le mettre en quête d'une propriété à transformer. Et cette propriété, comme il se rend régulièrement à Deauville, il va la repérer à partir de 1930, en lieu et place de ce qu'était cet hôtel, et il va en faire l'acquisition à partir de 1937. Lorsqu'il en fait l'acquisition, donc je vous ai montré la porte d'entrée où on aperçoit le manoir, on va regarder d'un peu plus près la chaumière de l'entrée qui est ici, qui existe toujours, hein, on va la revoir tout à l'heure sur des visions plus contemporaines, est une chaumière qui est juste à l'entrée de la propriété. Et puis, voici donc le château, on va le regarder peuplé avec des enfants là, dans les années 30, ici, donc vous voyez, on a une belle bâtisse avec un grand balcon latéral, et puis on a également l'autre angle qui est cet angle-ci, qui montre l'autre coin de ce manoir, sachant que l'entrée est dans cet axe. Donc on accède dans la propriété par ce cheminement, et puis on se dirige vers une grande allée. Et pour l'anecdote, ici, à cet emplacement, il y a, du temps de l'hôtel, un terrain de tennis. Et quand Calouste Gulbenkian acquiert la propriété, voilà l'état et la façade du château qu'il acquiert. Donc vous voyez, on se retrouve complètement dans l'axe d'entrée, avec ici une rambarde dont on aura l'occasion de reparler, et une bâtisse qui n'est pas dans l'esprit de ce que souhaite Gulbenkian. Donc la première chose que fait Calouste Gulbenkian, au-delà de s'attacher les compétences et les talents du plus grand paysagiste de l'époque, Achille Duchesne, qu'on appelait le Napoléon des Jardins, il va procéder à la destruction de ce château avec l'idée d'en construire un, dit-il, plus modeste. Et on verra tout à l'heure ce que modeste signifie chez Calouste Gulbenkian quand je vous montrerai les esquisses et les plans du château qu'il envisage reconstruire en lieu et place de celui-ci. Donc voici, en 1937, Calouste Gulbenkian procède à la démolition de ce château. En même temps, Calouste Gulbenkian, qui possède un hôtel particulier avenue d'Iéna à Paris, se rend régulièrement à Deauville. Il suit les travaux. On le voit ici dans le parc du jardin dans ces années 30. On le voit également ici juste avant la démolition du château. Et il donne un certain nombre de préconisations à Achille Duchesne. Première tranche de travaux d'aménagement, il donne ses consignes à Achille Duchesne. Et lorsqu'il donne ses consignes à Achille Duchesne, il insiste beaucoup sur le fait qu'il veut pas de choses complexes, pas de choses sophistiquées. Il veut garder l'aspect à la fois naturel de ce parc. Il veut respecter les plantations anciennes. Depuis 1750, c'est un parc qui quand même fait, je ne sais pas si je voulais préciser, mais fait quand même 39 hectares. Hein. Il en faisait 34 et puis Calouste Gulbenkian a acheté des propriétés et des parcelles adjacentes pour le porter à 39 hectares. Et c'est un parc dans lequel il souhaite conserver non seulement l'aspect sauvage, l'aspect libre, mais dans lequel il souhaite, avec Achille Duchesne, reconstruire et réorienter des axes d'édifices et de mise en forme. Et pour ces mises en forme, on va avoir un des plans d'Achille Duchesne que possèdent les archives de la ville de Deauville, sur lequel je vais zoomer parce que sinon, effectivement, il n'est pas toujours très lisible. Mais dans ce plan, on voit par exemple qu'au centre de la grande allée parc, il va construire ce qu'on appelle une grande allée qui va être un grand scénario qu'on aperçoit ici, qui est une grande allée qui débouche sur une partie circulaire qui donne sur une grande prairie et qui est ponctuée de petits édifices et de petites constructions et aménagements. D'un côté de cette grande allée, on a effectivement les pentes du mont Canisi qui donnent accès à une grande pinède sur la partie supérieure du parc. Et dans la partie inférieure, je vous avais parlé tout à l'heure d'un terrain de tennis. Calouste Gulbenkian et Achille Duchesne vont installer une roseraie et un verger. Et ici, en contrebas, un potager. Achille Duchesne donc propose ses plans. Il y a un certain nombre d'allers-retours entre Achille Duchesne et Calouste Gulbenkian.
Parallèlement, Calouste Gulbenkian procède à l'achat d'espèces précieuses, d'arbres magnifiques chez les meilleurs pépiniéristes d'Europe. Il fait venir la terre par tombereaux de 1937 à 1939. Le parc commence à bien prendre forme. Voici par exemple ici la vue suivante, ce qu'on appelle le grand scénario. C'est effectivement cette grande allée, vous voyez, ponctuée à la fois de massifs et de comment on a, ces grands arbres étroits comme on a en Toscane, les cyprès, merci. Et on arrive sur cette petite esplanade circulaire qui donne une vue plongeante sur une prairie qui descend en pente douce. Voici de nouveau un plan d'Achille Duchesne. Alors il est peut-être un peu pâle, mais on va essayer quand même de s'y retrouver. Mais on retrouve ce scénario avec ici la mise en forme dans la partie supérieure ici d'un bosquet, le bosquet dont on possède également la photo à l'époque, que voici. Et j'attirais votre attention tout à l'heure sur la rambarde de la maison, et on s'aperçoit qu'il l'a conservée, et non seulement il l'a conservée, mais il en a fait une espèce de rambarde qui permet d'avoir une vue plongeante à la fois sur la roseraie et sur les vallonnements du Pays d'Auge. Et cette rambarde, il l'a construite de façon très théâtrale, avec aussi deux arbres qui agissent un petit peu comme des rideaux de théâtre, qui sont des arbres qui sont légèrement inclinés et qui évoquent comme une espèce comme ça de rideau de théâtre de verdure qui ouvre sur cette colline qui monte à la Pinède. On parlait tout à l'heure du grand scénario, en voilà encore une autre vision. Et voici encore un plan d'Achille Duchesne, sur lequel on va avoir le bosquet qu'on vient d'évoquer. Donc, on retrouve ici, comme je vous l'expliquais, les deux arbres un peu en rideau, cette rambarde, et puis ici, un petit terre-plein avec des marches, dans lequel il avait aussi imaginé tout un programme de statuaires en tant que collectionneur d'art, puisque je rappelle quand même que c'était un des plus gros acheteurs d'œuvres d'art de l'époque, et que juste avant la guerre, il est même parvenu à racheter à Staline un tableau de Rembrandt, que pour des conditions un peu difficiles, Staline avait consenti à se séparer et lui avait revendu. On arrive ici sur cette roseraie. Donc, une fois qu'on a dézoomé ici, on arrive à la photo suivante. La photo suivante montre cette roseraie où on retrouve trois marches qui montent au bosquet qui est ici. Et au milieu de la roseraie, on a une fontaine. Et cette roseraie, comme je vous l'expliquais, en fait, prend place en partie sur un terrain de tennis qui figurait ici même du temps de l'hôtellerie. Donc c'est amusant comment les mouvements du sol et les aménagements anciens ont été transformés. On parlait de la fontaine de la Roseraie, on a une photo juste après-guerre de cette fontaine de la Roseraie avec cette perspective, premier escalier, terre-plein du grand scénario, nouvel escalier et le bosquet avec la rambarde ici qu'on évoquait tout à l'heure. On retourne sur un plan d'Achille Duchesne. Ce plan d'Achille Duchesne que voici, où là, effectivement, on est sur l'escalier depuis la Roseraie. Vous voyez, on reconnaît donc les marches, les plans d'Achille Duchesne, qui montrent comment les dénivelés ont été organisés en paliers, pour permettre à la fois l'existence de cette Roseraie, l'existence de ce grand scénario qui est ici, et puis le bosquet. On est vraiment là sur l'élément central du jardin, même si, comme je vous l'expliquais, ce jardin fait 39 hectares. Autre aspect aussi que l'on doit à Achille Duchesne, c'est la manière dont il a organisé cette roseraie, avec des axes de symétrie que vous pouvez voir. Vous voyez, avec en particulier cet axe de symétrie qui est parfaitement aligné sur le bosquet, avec ici en contrebas une fabrique dans laquelle on a installé depuis peu une petite exposition permanente qui raconte l'histoire du parc, et en contrebas, comme je vous l'ai expliqué, un verger avec diverses variétés de pommes qu'on aura l'occasion de voir dans sa situation actuelle sur d'autres visuels. Donc voilà comment les axes de symétrie s'organisent, avec ici, bien évidemment, vous avez reconnu l'emplacement de la fontaine qu'on a vu à plusieurs reprises. Tout cet aménagement va bon train de 1937 à 1939, et en 1939, les choses s'arrêtent,
Kalouz Gulbenkian à la représentation diplomatique de la République et de la Perse, pardon. Il est consul de Perse, ce qui permet à son hôtel particulier de l'avenue d'Iéna d'avoir un statut diplomatique, ce qui évite d'ailleurs que l'hôtel particulier de Kalouz Gulbenkian avenue d'Iéna soit réquisitionné par l'occupant allemand. Et pendant les premiers temps de la guerre, Kalouz Gulbenkian va rester un peu en retrait de ce parc, va rester dans sa propriété de l'avenue d'Iéna. Puis très rapidement, il va aspirer à prendre ses distances avec le régime de Vichy. Et pour prendre ses distances avec le régime de Vichy, il envisage, comme beaucoup à l'époque, traverser l'Atlantique. Et pour traverser l'Atlantique, un des chemins les plus fiables était de passer par l'Espagne, le Portugal, et d'embarquer au Portugal pour partir ensuite aux États-Unis. Kalouz Gulbenkian en 1943 à Lisbonne. Il prend pension dans l'hôtel Aziz de Lisbonne et passe toute la guerre réfugié à Lisbonne. Pendant l'occupation, bien évidemment, le parc est investi par l'occupant allemand. On est, comme je vous l'expliquais, à proximité du mont Canisi. On est également avec la vision et les cônes de vision sur la mer, juste en face Le Havre, qui est un lieu stratégique où l'occupant allemand craint un débarquement. Donc le parc est investi par l'occupant. On y construit un blocos, on le mine. Chaque fête de Noël est un vrai calvaire pour ce parc, parce que je ne vous dis pas le nombre d'arbres et de sapins historiques qui ont été coupés pour être transformés en arbres de Noël, et Kalouz Gulbenkian, dans ses mémoires, l'évoque avec une profonde tristesse. Et puis, à partir de 1946, effectivement, Kalouz Gulbenkian va s'atteler à la reconstruction de ce parc. Ce que j'oubliais d'évoquer quand même, c'est que juste avant-guerre, Kalouz Gulbenkian, comme je vous l'expliquais, souhaitait reconstruire une nouvelle bâtisse, une demeure dans l'esprit de l'époque, parce que Kalouz Gulbenkian avait beau être un grand collectionneur, il était très à l'écoute de la modernité et des courants d'art de son temps. Et en 1937, il avait été séduit par l'exposition universelle, et surtout, il avait été séduit par l'architecture du jardin d'acclimatation et du zoo du jardin d'acclimatation. Donc il invite l'architecte du jardin d'acclimatation, 1937, à imaginer pour lui une demeure dans l'esprit de l'époque, une demeure modeste, art déco, que vous allez découvrir. Donc cette demeure, il l'envisage, la construire dans l'alignement du parc qu'il a fait redessiner par Kalouz Gulbenkian. Donc ici, je récapitule, à l'entrée du parc, ici le terre-plein où il y avait la maison, il envisage construire la nouvelle, le grand scénario, la roseraie, ici ce qu'on a appelé le bosquet, et puis ici des allées qui partent, ici sur une fabrique, et au-delà sur la partie supérieure du jardin. Donc à cet emplacement, la demeure modeste que voulait construire Kalouz Gulbenkian, la voici. Donc une demeure sur 3 niveaux, avec bien évidemment les chambres des domestiques au dernier étage, des pièces de réception, des pièces de vie. On est ici sur la partie qui est, comment dirais-je, tournée vers le Pays d'Auge. Ici, on est dans l'axe d'entrée de la Grande Allée. Il y a sur le côté un garage qui est prévu pour 2 voitures. Et voici également un autre plan de cette façade. Donc, vous voyez, les plans sont livrés en 1938 et les devis sont lancés auprès d'une entreprise de bâtiments qui était très célèbre à Deauville, puisque l'entrepreneur a eu des responsabilités pendant très longtemps à la mairie de Deauville, qui s'appelle l'entreprise Rousseau. Et l'entreprise Rousseau donc établit les devis, les aménagements successifs souhaités par Kalouz Gulbenkian, se charge bien évidemment de faire analyser, expertiser toutes les ressources en eau, sanitaire, etc., pour faire construire cette propriété qui se finalise au niveau du bon de commande à la fin de l'année 38, et que bien évidemment le déclenchement de la guerre ne permettra pas de mettre en œuvre. Mais voilà, je vous montre ces documents parce qu'ils sont totalement inédits. La ville de Deauville vient d'en prendre possession en les rachetant à la famille Rousseau, aux héritiers de la famille Rousseau, qui avait retrouvé dans un grenier tous ces plans un peu jaunis. Et bien évidemment, la ville de Deauville s'est portée acquéreur de tout ce qui concernait les constructions remarquables de Deauville, et en particulier ce projet de construction de Kalouz Gulbenkian au parc des Enclos.
Là, pour l'anecdote, vous avez une lettre de Achille Duchesne qui écrit à l'entrepreneur et qui lui dit voilà, je vous remercie de votre lettre, etc. Et Achille Duchesne, on sent aussi, lui aussi est un homme qui vieillit, puisqu'Achille Duchesne, du coup, passe le relais donc à cet architecte que je vous ai évoqué, qui s'appelle Monsieur Le Trône. Et Monsieur Le Trône, effectivement, j'ai été remplacé pendant ma maladie par un de mes confrères, Monsieur Le Trône. Je reste néanmoins jusqu'à nouvel ordre, l'architecte en chef du parc des Enclos, pour lequel on m'a adjoint un autre confrère, architecte de jardin, croyez Monsieur Rousseau à l'expression de mes sentiments. Et effectivement, Achille Duchesne va décéder quelques années après et ne pourra pas être associé après-guerre à la reconstruction et à la rénovation de ce parc. Donc, ce qui est important quand même aussi, c'est que Kalouz Gulbenkian, qui finance des postes de jardinier à temps plein pour prendre soin de ce parc dans les années 30, signale à Achille Duchesne ce qui, pour lui, peut paraître être des dérèglements, des manques de soins, des manques d'attention de la part des jardiniers. Et là, on a un courrier très intéressant dans lequel Achille Duchesne refait une mise au point, on va dire, avec les jardiniers, en disant « Monsieur Gulbenkian, donc c'est 19 août 39, Monsieur Gulbenkian nous charge de vous écrire qu'en lisant le rapport du 30 mai de Monsieur Duprat, dont vous devez avoir la copie, il a fait les remarques suivantes. Supprimer les bourgeons sur les tiges, supprimer le bois mort, sarcler les mauvaises herbes au pied des arbres et arbustes et répandre du fumier consommé ou à défaut de l'herbe coupée, faucher toutes les herbes sous les plantations. Le grand orme à gauche de l'escalier en partant de l'esplanade doit être soigneusement élagué. Ce sont des branches qui ont provoqué des pertes de sève. M. Gulbenkian a remarqué que beaucoup des recommandations ci-dessous n'avaient pas été suivies, qu'il y a de nombreuses branches mortes sur les arbres et de mauvaises herbes au pied des arbres. Il vous prie de vouloir bien vous confirmer à ces instructions et lui dire qu'elles ont été suivies. En outre, l'arrosage doit être particulièrement abondant en ce moment. Tous les horticulteurs insistent pour que tous les conifères soient très abondamment arrosés pendant les chaleurs. Voilà. Donc vous voyez quand même, et cette attention portée Gulbenkian aux arbres, elle me rappelle une anecdote aussi qui témoigne aussi de son attachement aux oiseaux. Il faut savoir que sur son hôtel particulier de l'avenue d'Iéna, il y avait une immense volière sur le toit de cet hôtel particulier. Et comme c'était Gulbenkian, vous savez, était né en Turquie, était d'origine arménienne, avait grandi dans les pays du Golfe Persique et avait fait sa fortune dans les pays du Golfe Persique, il avait bien évidemment cette fascination des oiseaux et des jardins. Et lorsqu'il part au Portugal, il part rapidement et on reste sans nouvelles pendant peut-être 8-10 jours. Et au bout de 10 jours, un télégramme arrive du Portugal. Alors là, le personnel se précipite, le facteur vient d'apporter un télégramme, on déplie le télégramme et on est impatient d'avoir des nouvelles de M. Gulbenkian. Et le télégramme dit juste « Avez-vous pensé à donner à boire aux oiseaux ?» C'est-à-dire que du fond de son exil, au milieu de la tourmente, ce qui préoccupait Kalouz Gulbenkian, c'est qu'on prenne soin des oiseaux qu'il avait laissés sur sa volière. Donc voilà un petit peu quelques éléments commentés sur ce jardin et la manière dont Kalouz Gulbenkian y était très attaché. On retrouve ici un autre document qui nous permet de voir, en zoomant là aussi, comment l'entreprise de travaux sanitaires fait un certain nombre de devis. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que très rapidement, Kalouz Gulbenkian, qui a le sens des montages financiers, n'achète pas le parc en son nom, mais crée une société qui s'appelle la Société Horticole, alors du sud de la France, qui avait des propriétés dans le sud de la France, et en Normandie. Et c'est à cette Société Horticole que revient la propriété et qui gère la propriété de ce parc. Donc ici, c'est juste un petit courrier technique qui nous informe sur la qualité des eaux et l'autorisation de capter les eaux. Et puis ici, on a un autre papier en tête de Alfred Rousseau et fils, un successeur, grand entrepreneur de travaux publics de Deauville, qui s'adresse à la Société foncière et horticole, propriétaire du château des Enclos à Bellerville. Et donc on a parlé des destructions qui se sont opérées pendant la guerre, et lors de ces destructions, on a retrouvé également dans les archives de la ville de Deauville un document, qui est ici, j'ai été trop vite, un document qui témoigne, ici on va zoomer un petit peu,
de la nécessité qu'il y a eu de déminer le terrain. Donc à Bénarville-sur-Mer, la propriété société horticole, foncière et horticole du sud de la France, superficie là, dans la partie explorée 5741, un chef des mineurs, sous le contrôle de M. Hameau, a procédé à des opérations de déminage. Toujours après-guerre, on a un courrier qui fait l'inventaire des destructions qui ont été opérées pendant la guerre et qui les chiffre pour essayer comme ça d'avoir des dédommagements. Et puis, très rapidement, Calouste Gulbenkian va se lancer dans la rénovation et reconstruction de ce parc. Pour se lancer dans la reconstruction de ce parc, il va, comme je vous le disais, prendre attache avec le poète et diplomate Alexis Léger, dit Saint-Jean-Perse. Pour comprendre un petit peu comment tous deux se sont rencontrés, je vous fais un petit rappel biographique de Calouste Gulbenkian, on en a beaucoup parlé. Calouste Gulbenkian, donc il est né en 1869, il est mort en 1955, arménien d'origine, mais né à Istanbul. Il a fait ses études à Marseille et à Londres. Il a dirigé ses affaires depuis Londres et Paris, et finalement Lisbonne. Il a été simultanément diplomate, puisque j'ai dit qu'il avait il était consul de Perse à Paris, et financier, diplomate, marchand d'armes aussi. Et il a joué bien évidemment précocement un rôle majeur et visionnaire sur l'extraction et le marché pétrolier du Moyen-Orient, puisqu'il avait fait des études de géologie, et dès 1890, il s'intéresse de près aux gisements pétroliers, et il anticipe de façon visionnaire ce que va être le développement de l'automobile et de l'industrie pétrolière. Bien évidemment, il va faire fortune en jouant comme négociant et comme intermédiaire entre les compagnies pétrolières et les propriétaires d'une multitude de propriétés du Golfe Persique. Il va, d'un point de vue diplomatique aussi, être à l'origine de ce qu'on appelait la ligne rouge, qui va permettre d'isoler et de circonscrire ce qu'on appelle aujourd'hui le Golfe Persique en tant que zone souveraine d'exploitation pétrolière. Et puis, il va être bien évidemment l'interlocuteur privilégié des États qui souhaitent leur autonomie énergétique, à savoir l'Angleterre avec la British Petroleum, les Pays-Bas avec la Royal Dutch, la Compagnie française des pétroles qui va devenir Total et qui avait une grande raffinerie au Havre, que vous connaissez sûrement, qu'on a longtemps appelée la Compagnie française de raffinage, la CFR. Et puis, il va devenir effectivement, à partir des années 20, une des plus grosses fortunes européennes et un des plus grands collectionneurs d'art, ce qui l'honore, puisque à l'époque, tous les grands financiers n'étaient pas forcément des grands collectionneurs d'art, mais lui a décidé de mettre sa fortune au service de l'art. Toute sa vie, il va également développer des actions philanthropiques à destination de la communauté arménienne, et un peu à la façon Rockefeller, il va développer aussi des actions dans le domaine sanitaire et dans le domaine de l'éducation. C'était le parfait cosmopolite, un voyageur avec des projets partout dans le monde, dont un qui lui tenait très à cœur en Normandie, où il avait fait sa première acquisition, je vous parlais des années 20, effectivement, il a fait une toute première acquisition dans le Pays d'Auge sur les hauteurs de Trouville à partir de 1926. Donc voilà, Calouste Gulbenkian fréquente assidûment le Pays d'Auge à partir de 1925. Et parallèlement, Alexis Léger, poète et haut fonctionnaire, lui était né en 1887 en Guadeloupe, et la végétation, l'exotisme imprègne son imaginaire et toute son œuvre. Et en 1899, à l'âge de 12 ans, il s'installe à Pau, fait des études de droit à Bordeaux, et à partir de 1904, il a des fréquentations littéraires, puisqu'il rencontre Jacques Rivière, André Gide, qui était, comme vous le savez, fondateur de la Nouvelle Revue Française, et Paul Claudel, qui, comme lui, était diplomate, et le poète et dramaturge que l'on sait. En 1911, à 24 ans, Saint-Jean-Perse publie son premier recueil de poèmes, qui s'appelle Éloge, et parallèlement, il intègre la carrière diplomatique et part en poste à Pékin, en 1916. C'est aussi un poste où Paul Claudel l'avait précédé. Il occupe ensuite de très hautes responsabilités au ministère des Affaires étrangères et devient le directeur de cabinet d'Aristide Briand en 1925. Et là, c'est très important parce que 1925, c'est la date où Calouste Gulbenkian rencontre le directeur de cabinet de Briand en France,
à l'époque où Calouste Gulbenkian a besoin de l'appui de la diplomatie française pour certains de ses projets. C'est donc cette année-là que se rencontrent Calouste Gulbenkian et Saint-Jean-de-Perse, et je pense qu'ils sympathisent. En 1940, Saint-Jean-de-Perse refuse l'armistice, il quitte la France pour les États-Unis, et à partir de 1957, il partage sa vie entre les deux pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 1940, il refuse le régime de Vichy et il refuse l'alternative proposée par le général de Gaulle, donc il se retrouve dans une situation un peu délicate. Et Calouste Gulbenkian, qui en est conscient, lui propose alors, à la fois humainement et j'ai envie de dire de manière plus prosaïque, un pacte. Il lui dit, écoutez, vous êtes proche de Washington, vous avez une vision de géopolitique depuis les États-Unis qui m'intéresse. Je vous propose la chose suivante, je vous verse une rente de $500 par mois, en contrepartie de quoi vous m'adressez tous les mois vos notes et vos réflexions géopolitiques et votre analyse de la situation géopolitique. Et c'est ainsi que naît une correspondance entre Saint-Jean-de-Perse, Alexis Léger, diplomate, et Calouste Gulbenkian, domicilié à Lisbonne. Et depuis les États-Unis, Saint-Jean-de-Perse, Alexis Léger, envoie régulièrement ses notes géostratégiques. Et donc cette amitié, commencée en 1926, se renoue et se renouvelle à partir de 1946, et elle s'achèvera en 1954, un an avant la mort de Calouste Gulbenkian. Et 8 ans durant, les 8 années pendant lesquelles Calouste Gulbenkian aura à cœur de restaurer, de rénover le parc des Enclos, il va y avoir cet échange de correspondance. 52 lettres. Alors, Alexis Léger, c'est amusant, prenait pour l'occasion un pseudonyme, et un pseudonyme qui ne vous est pas étranger, puisque vous vous intéressez tous au jardin, puisqu'il prend le pseudonyme de Douglas. Et dans des lettres un peu comme ça, des fois pas forcément codées, mais signées d'un pseudonyme, il écrit à Calouste Gulbenkian qui lui répond aussi Douglas, pour montrer qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et conscient, donc je vous disais, des difficultés morales et financières, Calouste Gulbenkian lui propose donc cette rente annuelle je vous parlais de $500 par mois, ça fait effectivement $6,000 par an, en échange de ces notes géopolitiques. Et il faut se recontextualiser dans l'histoire géopolitique de l'après-guerre. Il est beaucoup question de la guerre froide, bien évidemment, l'hypothèse qu'on craint d'une troisième guerre mondiale, et puis quand même, comme on est entre personnes de bonne compagnie qui ont la passion partagée des jardins, de la botanique et des oiseaux, il y est aussi beaucoup question du parc des Enclos. Le diplomate spécialiste des questions planétaires se révèle, vous allez le voir, un paysagiste connaisseur en terre et climat normand, expert en botanique. Et très rapidement, les notes stratégiques sont introduites ou conclues par des considérations et des échanges en lien avec leur passion commune. Et dès le début de leur correspondance, Saint-Jean-de-Perse perçoit le grand attachement que porte Calouste Gulbenkian à son jardin de Normandie. Et depuis Washington, en 1949, en mai 1949, il lui demande irez-vous en Normandie interroger la haute sagesse de ces grands arbres dont vous me parliez et que je n'ai jamais eu le temps de visiter avec vous? Mais que restait-il de tout cela et qu'est-il advenu de tous vos aménagements en voie de conception ou de réalisation? J'aimerais vous entendre rêver ce rêve de paysagiste ou de compositeur. Quelques mois plus tard, le 1er septembre 1949, Alexis Léger, dans une nouvelle note, s'inquiète de savoir comment la guerre et l'occupation ont dégradé le parc. Il demande à Calouste Gulbenkian « Reverrez-vous votre propriété des environs d'Honfleur ?» Puis des États-Unis, voilà, on a les repères. Hein, où j'ai si souvent suivi par la pensée l'histoire de vos grands arbres. Mais si vous ne pouvez jouir vous-même de cet aménagement, de cette création vivante et sensible comme d'une œuvre d'artiste, vous n'en garderez sans doute pas charge et souci loin de vous. Tel que je vous connais, peut-être aurez-vous voulu y garder, pour le refuge du songe et comme un luxe de l'esprit, ou comme une bague au doigt, un petit pavillon romantique en hommage à vos arbres, votre signature au bas d'un poème inédit. Vous souvenez-vous de nos conversations dans votre grande auto patriarcale quand vous vous enquériez d'un lieu de retraite au champ? Tout ce que je vous évoquais en Normandie a été dévasté. En est-il de même pour votre site? Et Calouste Gulbenkian lui répond, en 1949, toujours depuis Lisbonne, le 21 novembre 1949, il lui dit « Eh bien, vous serez content d'entendre que mon seul plaisir en France fut de retrouver les Enclos, en Normandie, très embellis et remarquablement développés. Il se dégage de l'ensemble une image du plus pur romantisme, et c'est une consolation de réaliser que dans ce domaine, du moins, mes efforts n'auront pas été stériles. »
Quelques mois plus tard, le 5 janvier, Alexis Léger témoigne à Calouste Gulbenkian de sa perception du parc depuis Washington avec une écoute non dénuée d'une once de flatterie. « Vous m'avez enchanté en me disant votre plaisir de retrouver les enclos. Vous avez tellement droit à ce plaisir. C'est votre poème, votre création intime, et comme un chant derrière votre œuvre de bâtisseur. C'est ce qu'on eût appelé jadis le délassement du guerrier, celui dont il ne peut profiter que rarement ou de loin par l'esprit. J'aime m'y promener avec vous en imagination, et que vous me fassiez amicalement les honneurs d'une rare intimité, celle de vos grands arbres. C'est un des points de France où les êtres sont les plus heureux à cause sans doute de l'humidité de tout cet estuaire de la Seine. Je connais bien la région, d'où une partie de ma famille maternelle est partie au XVIIIe siècle pour les îles. Vous êtes-vous réservé quelque part un petit pavillon où l'on aperçoive la mer ? C'est bien que vous ayez près de là mis aussi votre griffe, car je sais quel poète vous êtes à votre façon et de quel grand style créateur derrière le scientifique, l'économiste ou philosophe. J'ai toujours pensé que vous auriez été en d'autres temps le seul homme à pouvoir réaliser le rêve conçu par Edgar Poe dans son domaine of Arnhem, celui du créateur de paysages. Post-scriptum, envoyez-moi, si vous le pouvez, quelques petites photos familières de vos enclos, je vous les renverrai. Parce que c'est là le paradoxe de cette correspondance qu'on va partager ensemble, c'est que pendant 8 ans, Saint-Jean-de-Perse, Alexis Léger imagine les enclos, donne des conseils, des préconisations, sans y avoir jamais mis les pieds. La perception qu'il en a, il ne l'a que par la restitution épistolaire que Calouste Gulbenkian lui en fait. 3 semaines plus tard, en janvier 1950, Alexis Léger commence à prodiguer quelques conseils botaniques à Calouste Gulbenkian. Nous approchons en tout cas du renouvellement printanier. Il faudra bientôt commencer à rêver des enclos. Il y a là une beauté qui réclame vos soins. Pensez à sa toilette d'été. J'ai rêvé avec vous qu'elle réclamait l'addition de quelques feuillages de couleur, érable rouge du Japon. Calouste Gulbenkian propose 6 semaines plus tard, en mars 1950, à Alexis Léger de venir découvrir ce parc. Mon voyage en France est surtout déterminé par mon vif désir de retrouver les enclos. Au meilleur moment de l'année, on est en mars. J'ai donné à l'endroit le meilleur de moi-même. Personne ne semble y penser et on m'y laisse tranquille. J'aimerais tellement vous y accueillir. C'est un domaine tout à fait romantique et les photographies que je vous envoie ici ne donnent malheureusement qu'une faible idée de son charme. Rien de classique. Je m'en suis simplement tenu à mes conceptions personnelles et le résultat me plaît. Les Allemands y avaient laissé des traces brutales de leur passage, mais nous sommes en train de les effacer. Seule la petite forêt et quelques magnifiques arbres sont disparus, sans espoir de retour. Alexis Léger lui répond et en retour, il témoigne pour l'occasion de sa grande connaissance des jardins et début mai 1950, voici les conseils qu'il donne. « Ah, que je suis heureux de vous penser à l'oasis de paix et de fraîcheur morale que sera l'étape des enclos. Vous ne saurez jamais combien vous m'avez enchanté avec votre photographie des enclos. Oui, vous avez réussi à capter là le souffle et l'aile de la vie, ce qui est bien le plus difficile pour les bâtisseurs de votre rang, condamnés d'ordinaire aux grandes constructions despotiques de l'esprit. Je me suis attardé au bord de votre pièce d'eau, à interroger vos arbres. Des peupliers, un jeune frêne, m'a-t-il semblé, et un mimosa. Je n'ai pu identifier au-dessus de vos richardis un massif à feuilles de camélia, chose impossible en Normandie. Le plus attrayant pour l'esprit est cette échappée au-delà du rond-point, après la rectitude de l'Asie centrale et la netteté de ses marges gazonnées vers cette libre clairière en pente avec ses meules de foin. Le raffinement final est d'avoir su vous donner sur un autre mouvement de terrain et dans un encadrement de pommiers ce vrai troupeau de moutons et qu'un vrai berger, l'être aujourd'hui le plus rare sur la planète. Il règne sur tout cela un air de grandes vacances et de récréation humaine qui fait encore plus sensible la subtilité du temps où nous vivons. Avez-vous de la couleur dans vos feuillages d'été ? Quelques hêtres pourpres ou chênes rouges d'Amérique, quelques érables du Japon à opposer à de très jeunes bouleaux. Ce sont vos hêtres, j'imagine, que les Allemands ont dû détruire. Ils sont si beaux en Normandie. Et si vous avez un jardinier un peu entreprenant, qu'il essaie pour vous de se procurer chez un bon pépiniériste quelques dogwoods d'Amérique, le Cornus florida, des blancs et des roses saumonés, c'est la gloire des sous-bois, le seul bel arbuste qui fleurisse à l'ombre ou à l'orée des grands ombrages, une merveille.
J'en avais planté moi-même dans une petite propriété d'amis près de Varangeville, non loin d'une très vilaine maison sur une falaise que vous aviez été voir sur mon indication et qui a été, je crois, rasée par les Allemands avec tout son bois attenant. Les azalées et les rhododendrons poussent aussi admirablement en Normandie, mais plus que tout, il importait de vous assurer que cette pièce d'eau qui est le point magique d'une retraite d'été, miroir du ciel et secret des oiseaux. Ne m'enverrez-vous pas quelques petites photos de Douglas sur sa terre des enclos ? Et 10 jours plus tard, Alexis Léger affine ses recommandations et conseille plus précisément à Gulbenkian des moyens d'amener davantage d'oiseaux dans le parc. Et il lui dit « J'ai eu tort à la réflexion de vous conseiller des dogwoods cornouillés américains pour la lisière de vos bois. L'arbuste n'est pas encore assez acclimaté en France, il vaut toujours mieux, même pour l'esprit, honorer les arbres ou les plantes du pays. Aux enclos, prodiguez librement les cratégus de toute espèce, les aubépines du pays, l'épine noire et même l'épine vinette, en massif ou en haie, aux abords des sentiers, aux approches des clairières. Prodiguez aussi les cytises en lisière de vos bois, en haut des pentes heureuses. Trouvez aussi un coin, un angle heureux sur votre parcours de promeneur, en relief si possible, pour grouper une jeune famille de pins, pas de sapin surtout, sauf peut-être l'argenté ou le balsame odorant. La sécheresse et la ferveur du pin corrigent pour l'esprit comme pour les sens ce que la Normandie a quelquefois de trop humide et de spongieux. Il n'est pas de bonne promenade sur la terre qui ne foule quelque part quelques aiguilles de pin. Sauvegardez bien surtout vos clairières et toutes vos échappées d'herbage au loin. C'est l'évasion même d'une retraite et sa salubrité. Prairies au loin, gazon ou près de la maison, tracez vous-même pour votre promenade votre sentier préféré. Et puisque vous avez su, me dites-vous, capter là une âme romantique, allez plus loin dans la vivante fantaisie. Choisissez-vous un coin de prédilection, bien orienté, où vous mènent naturellement vos pas, et faites-vous bâtir là légèrement une minuscule petite loge ou pavillon de repos que vous aurez dessiné vous-même et que vous croirez avoir construit de vos propres mains. Une pure fantaisie dans le songe, avec son lit sofa, sa table basse et quelques livres au seuil bien dégagé avec un peu de vue, rien d'autre que le chèvrefeuille odorant et un robuste rosier grimpant, jaune thé ou rose, saumonné, surtout rien de mauve, ni de glycine, ni lilas, pas plus d'ailleurs, en aucun point de votre domaine. Et maintenant, pensez à Douglas d'Amérique quand vous entendrez auprès de votre pièce d'eau vos premières rainettes de France et vos premières hirondelles. Salut et affection aux sages des enclos. Vous verrez d'ailleurs, tout à l'heure, dans les visions que j'ai amenées du parc aujourd'hui, que cette petite fabrique, ce petit espace où mettre un sofa a été construit et je pense que Gulbenkian l'avait aménagé dans cet esprit. En juin 1950, Alexis Léger prodigue de nouveaux conseils, il dit « Puisse la paix et l'ombrage des enclos vous être favorables dans un de ces beaux étés de la France normande que j'ai moi-même tant aimé, c'est là que ma pensée vous cherche le plus naturellement. Êtes-vous entouré d'un peu de vie animale, de libre vie ailée? Avez-vous la visite de quelques oiseaux chanteurs, grives musiciennes, loriots, merles, tourterelles? Plantez pour eux quelques ronciers et des arbustes à baies, ou même de jeunes arbres décoratifs comme le sorbier des oiseleurs. Vos jeunes bouleaux seront fréquentés par les mésanges. Et si les Allemands vous ont laissé quelque part un chêne, il suffira à vous garder les ramiers sauvages et les écureuils rouges. Donnez aux papillons une haie de boudléia qui pousse et fleurissent vite. Je vous souhaite sur votre toit, à la fin d'un beau jour, la présence mystérieuse de l'engoulevent. Alexis Léger. Gallus Gulbenkian répond rapidement le 30 juin et lui dit « Je vous écris ceci de Normandie, où je suis venu me reposer. J'en avais grand besoin. Je vous suis infiniment reconnaissant de suivre avec tant d'intérêt les progrès de mon jardin. Vos conseils me sont précieux et je les relis très souvent. » Alors juste pour l'anecdote, Alexis Léger écrivait ses lettres, Gallus Gulbenkian les dictait à une secrétaire ou des fois les enregistrait pour que sa secrétaire les retranscrive. Ce qui fait que les supports qui nous sont parvenus aujourd'hui sont les lettres manuscrites d'Alexis Léger, mais sont les pelures, vous savez, les pelures dactylographiées de Gulbenkian. Dans ces grandes lignes, le domaine tel qu'il est aujourd'hui me donne d'immenses satisfactions, dit Gulbenkian, mais je n'ai pas encore trouvé pour les arrangements floraux le jardinier qui, à la connaissance des fleurs, joindrait le goût et l'originalité de bonne aloi, lui permettant de s'écarter des vieilles formules.
Je ne désespère pas de retrouver cet oiseau rare. Mon régisseur est un homme énergique, très capable. Il s'était mis en rapport avec un professeur de l'École nationale d'horticulture, dont les travaux sont d'un goût tellement primaire que je dois pour le moment m'employer à les faire disparaître. Ceci excepté, les enclos dits Gulbenkian sont aujourd'hui d'une beauté incomparable. Les arbres que j'avais plantés se sont développés, épanouis au-delà de toute espérance, et c'est bien là le cadre où j'aimerais et serais si heureux de vous accueillir. Le poète que vous êtes y trouverait bien des raisons de s'émouvoir. Très peu d'eau malheureusement, et le petit pont, le seul dans toute la propriété, est alimenté en partie par l'eau d'une source qui vient compléter l'eau de la ville. L'endroit d'ailleurs est charmant, bordé en hémicycle par de hauts peupliers au pied desquels fleurissent des hortensias bleues. Alors effectivement, Alexis Léger était normand par sa mère. Il avait souvent séjourné à Varangeville avant-guerre, et il témoigne dans cette nouvelle lettre de sa connaissance du climat et du sol normand. Et il dit à Galouz Gulbenkian: je suis très étonné qu'on n'ait pas su vous trouver plus d'eau dans votre terre, car la nappe d'eau, j'y ai à peu près partout dans cette partie de Normandie dont je connais bien la géologie. Le premier sourcier venu vous le démontre aisément, et le paysan fait creuser son puits où il veut. Mais le pays, après tout, est une telle éponge naturelle, gorgée déjà de tant d'humidité, que vous n'avez peut-être pas trop à vous soucier de la question, sauf pour vous affranchir de la servitude humaine. Vos peupliers sont certainement une très heureuse chose, style et vie. Je vous signale l'emploi qu'on peut tirer en Normandie et qu'on tire si largement en Amérique des arbres fruitiers pour la décoration et pour l'appui des lignes de cadre ou même d'accès. Cerisiers, pruniers, pommiers taillés viennent facilement en Normandie et vous assurent de surcroît l'incomparable floraison d'avril dont vous ne jouissez malheureusement pas, et les fruits en fin d'été, c'est-à-dire les oiseaux. Conscient de la fatigue de Galouz Gulbenkian, qui vient de fêter son 82e anniversaire, Alexis Léger lui recommande de profiter davantage de son jardin. On est en 51, il lui dit: où êtes-vous, cher ami? Où en êtes-vous de vos soins aux enclos, cette pièce maîtresse de vos œuvres, parce que la plus vivante, la plus intime et la plus sensible, la plus secrètement gardée pour votre songe. J'espère que vous pourrez y trouver cet été quelque repos d'esprit avec un peu d'abandon physique et de douceur pour l'œil. Il serait trop cruel que vous en fussiez privé. Mais si vos médecins comprennent assez le bienfait d'un tel séjour pour vous faciliter le voyage de Lisbonne en Normandie, j'espère de tout cœur qu'ils sauront vous persuader de renoncer aux fatigues de séjour à Paris. 2 mois et demi plus tard, le 28 juillet, c'est de son hôtel particulier de l'avenue d'Iéna à Paris que Galouz Gulbenkian lui répond: je suis content de vous dire que ma santé se rétablit graduellement, et vous avez entièrement raison, je le dois aux enclos. À Deauville, je ne fais que prendre mes repas et passer la nuit à l'hôtel, et le reste du temps, je suis aux enclos où je file dès le matin. Là, je jouis du calme de la campagne et d'un repos complet et si bienfaisant. Aucun bruit, si j'en accepte le halètement matinal d'un petit train d'intérêt local dont j'aperçois la fumée au loin dans la vallée à plusieurs kilomètres. Revenu lundi dernier à Paris, je retourne lundi prochain à Deauville pour une 8aine de jours. Je reviendrai à Paris le 8 août. J'y resterai 3 semaines afin d'éviter la grande saison de Deauville et son inévitable cohue. Puis je retournerai en Normandie vers le 25 août, une fois encore, avant de rentrer à Lisbonne. Il faut savoir que lorsqu'il vient à Deauville, Galouz Gulbenkian loge à l'Hôtel Royal. Il fuit les sollicitations de nombreux galeristes que les concierges informent du séjour de Gulbenkian et qui ont toujours au fond de leur voiture des œuvres à proposer à Galouz Gulbenkian. Et il se fait conduire dans son auto au parc avec une secrétaire, un chauffeur, et on raconte que dans le parc, il arpente le parc avec sa secrétaire et il lui dicte ses courriers, sa correspondance, et lui-même, souvent, s'installe sur les cônes de vision qu'on va découvrir là, tels qu'ils demeurent encore aujourd'hui, et qu'il fait de son parc un lieu de méditation et de réflexion pour son usage personnel, sachant qu'à l'époque, il y a 2 jardiniers qui entretiennent le parc à temps plein. On était donc sur l'été 51, et 1 an plus tard, en 52, Alexis Léger conforte Galouz Gulbenkian et souligne toujours avec élégance et un zeste de flatterie combien il perçoit le rôle apaisant de ce jardin pour un homme âgé en quête de fraîcheur. Ah, que j'aime vous imaginer dans la fraîcheur et la sérénité de vos ombrages des enclos, et que je fais confiance pour vous à cette source de renouvellement. Il y a, quand la saison est belle, une plénitude vivifiante et secrètement revitalisante dans ce climat de Normandie que j'ai beaucoup aimé, vers quoi je me reporte encore en imagination. Il y a là aussi une salubrité assez forte pour l'esprit.
Vous avez raison de toute façon d'opposer annuellement un climat plus nordique au climat de Lisbonne. C'est le correctif que j'ai moi-même toujours recherché quand je l'ai pu à l'égard de Washington. Il y aura de la douceur pour vous à retrouver là, dans le mystère et la grâce de la vie naturelle, encore plus merveilleuse que la vie artistique, tout ce que vous avez suscité, animé ou guidé, assemblé ou modelé de vos propres mains. Vous retrouverez là, ou découvrirez là, beaucoup de vous-même et du plus intime de vous-même. Vous aurez bien des choses à interroger et vos arbres grandissants vous feront plus d'une réponse apaisante et confiante. Quand on a touché en ce monde la limite de beaucoup de choses et de beaucoup d'êtres, quand on a beaucoup bâti et bataillé dans l'ordre temporel, que peut-on souhaiter de plus précieux que la possession et le goût d'un bout de terre heureuse, aménagée et préservée, favorisée et épousée selon son cœur. C'est un bienfait pour vous et c'est une force d'avoir pu porter en vous et sauvegarder les deux hommes nécessaires, l'un pour goûter de pareilles choses, l'autre pour s'en assurer les moyens. Vous avez aujourd'hui la récompense de cette dualité qui est rare. Les photographies que vous m'aviez envoyées ont guidé assez mon imagination pour me rendre presque familier le cadre et l'atmosphère où vous rejoint en ce moment mon affectueuse pensée. Cette familiarité m'est encore facilitée par ma connaissance de la région. J'ai souvent pensé, en vous suivant un peu dans votre création artistique, comme dans l'écriture d'un poème, à quelques initiatives attrayantes en fait de plantation d'arbres, d'arbustes ou de fleurs. J'ai renoncé finalement à vous en faire part parce que j'ai réfléchi que vos enclos n'en bénéficieraient pleinement qu'au printemps pour la floraison ou à l'automne pour la couleur. Je ne veux vous parler de rien d'autre aujourd'hui que de votre cure de repos en Normandie, comme de toute chose profondément salutaire. L'effet n'en sera point sensible immédiatement, mais à longue et sûre échéance, que votre confiance se fasse donc patiente et sache un peu s'abandonner. Et en 52, Alexis Léger, Saint Jean de Perse, écrit à Kalous Gulbenkian, juste avant Noël, « Je suis bien désolé de penser que vous n'aurez pu prendre cette année aux enclos tout ce qui mûrissait là pour vous. Du moins, vos yeux auront-ils pu goûter un moment, malgré la tristesse du moment, l'heureuse réponse de cette terre française à toute votre amoureuse et longue sollicitude. Vous aurez pu noter les points ou corriger votre œuvre et la faire plus heureuse. C'est une présence et qui ne trahit point que ce beau songe au loin pour vous qui vit et qui respire selon les règles et conseils que vous lui prodiguez. Est-il rien d'autre que de créer ? Je crois vous avoir cité ce mot, l'un des derniers du musicien Schumann. Créer, créer, tant qu'il fait jour. Et Dieu sait que la lumière baisse en ce moment sur la terre des hommes. De retour à Deauville le 30 juillet 1953, Kalous Gulbenkian relate comment il a transformé la partie basse du parc, qui ne se visite pas, en ferme d'élevage et en volière, poulailler et clapier. C'est l'époque où une rumeur affirme depuis Deauville que Kalous Gulbenkian porte davantage d'attention à ses animaux qu'à ses employés, et où on raconte aussi que Kalous Gulbenkian avait une phobie d'être empoisonné. Donc il faisait cuisiner les volailles des enclos et les lapins des enclos. Aujourd'hui, dit Gulbenkian, j'ai pensé à vous faire plaisir et vous amuser en vous envoyant quelques photographies d'une partie de la basse-cour des enclos. J'ai fait construire une série de maisonnettes pour l'élevage de races variées. Un petit pigeonnier domine modestement l'ensemble. Il y a beaucoup à faire encore, mais c'est imprévu et charmant. Et Alexis Léger lui répond en juillet 1954, « Je pense à vos enclos. Y êtes-vous déjà ? Vous partiez d'ordinaire en juin, vous avez beaucoup d'arbres à interroger. Vos amis, qui ne déçoivent point, vous avez toutes ces eaux vives et ces charmants abris d'oiseaux à mettre au point pour l'animation d'un coin de votre secrète retraite. Et l'amitié, on le sait, se cultive comme un jardin, et dès 1950, à mi-parcours de leur correspondance, Alexis Léger et Kalous Gulbenkian échangeront sur cette amitié leurs ressentis. Alexis Léger, confiant à Kalous Gulbenkian, le 5 octobre 1950, « J'ai bien souvent souri de penser à cette singulière et vivante amitié qui, à l'insu de tous, par-dessus tant de vanité et d'agitation humaine, par-dessus tant d'automatismes quotidiens d'un bord à l'autre de la planète, relie encore deux hommes de notre âge et de notre nature. » Kalous Gulbenkian lui répond, un mois plus tard, en lui disant « Votre amitié me touche infiniment, elle n'a d'égal que celle que je vous porte, et que ni les années, ni l'éloignement ne sauraient ébranler. Nous avons de la vie, des hommes et du monde où il s'agit une vision presque identique. Il en résulte entre nous une communauté de sentiments assez exceptionnelle et très précieuse. » Ainsi, 8 ans durant, un jardin de Normandie, aux portes de Deauville, où Alexis Léger, Saint Jean de Perse, ne se sera jamais rendu,
va devenir depuis Washington et Lisbonne une cosa mentale, un lieu d'incursion imaginaire et épistolaire. Et sans jamais échanger sur la littérature ou la poésie, c'est ce jardin qui va constituer le socle d'une correspondance exceptionnelle à même d'enraciner une complicité devenue amitié entre Calouste Gulbenkian, financier solitaire et peu expansif, dur négociateur et fin connaisseur du genre humain, avec Alexis Léger Saint-Jean-Perse, poète, écrivain, diplomate en disgrâce et futur prix Nobel de littérature. Donc voilà pour ce qui est de cette correspondance. J'avais envie maintenant qu'on développe et qu'on retourne sur ce parc des Enclos. Donc Calouste Gulbenkian, on l'a vu à travers cette correspondance, consacre les dernières années de sa vie jusqu'en 1954, puisqu'il meurt en 1955 à Lisbonne sans pouvoir se rendre une dernière fois aux Enclos. Donc le dernier séjour de Calouste Gulbenkian date de 1954. Et après avoir passé beaucoup de temps à restaurer, rénover ce parc, Calouste Gulbenkian a l'intuition, alors qu'il a un fils qui s'appelle Noubar, qu'il faut, selon sa formule, transmettre un peu à ses enfants pour qu'ils entreprennent, mais pas trop pour qu'ils perdent ce sens de l'entreprise. Donc il va transmettre une partie de sa fortune à son fils, mais l'essentiel de sa fortune, il va le léguer à une fondation qui sera créée à Lisbonne, la fameuse fondation Gulbenkian qui, comme vous le savez, dans les années 80 a construit ce musée magnifique qu'est la fondation Gulbenkian, qui abrite toute la collection d'art qu'avait constituée Gulbenkian au fil de sa vie et qu'il avait fait rapatrier de Paris. Et cette fondation va gérer à distance ce parc des Enclos de 1955 jusqu'à 1970. 55, 70, une quinzaine d'années. Et à partir des années 70, ça devient un peu compliqué depuis Lisbonne d'avoir une maîtrise de ce parc. Et sur l'entremise du président de la fondation, qui est un célèbre avocat qui était légataire des dernières volontés de Calouste Gulbenkian, M. Perdigão, dont on voit un courrier affiché depuis un petit moment, et la fondation Gulbenkian cherche en fait à léguer ce parc. Elle prend conscience que la commune de Bénerville n'aura pas forcément les moyens ni humains ni financiers d'entretenir ce parc, donc elle pense à Deauville, qui de toute façon était le lieu où Calouste Gulbenkian se rendait en villégiature, et par l'intermédiaire de Maurice Druon, qui, je vous le rappelle, à l'époque avait été un éphémère ministre de la Culture, et par l'intermédiaire de Maurice Druon se rapproche de Michel d'Ornano. Maurice Druon, qui était lui aussi un habitué de Deauville avec Joseph Kessel, dont il était le neveu. Et Maurice Druon se rapproche de Michel d'Ornano et l'idée germe de faire donation de ce parc à la ville de Deauville. Et on a là un courrier. On a ce courrier où, effectivement, on s'adresse en 1971 à M. de Perdigão de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, et on lui dit, à la suite de la conversation que j'ai eue avec M. Robert Gulbenkian sous les auspices de notre ami commun Maurice Druon, je suis allé visiter le domaine des Enclos. Je puis donc vous confirmer, dit Michel d'Ornano, en toute connaissance de cause, l'intérêt de la ville de Deauville pour cette propriété. Elle pourrait en conserver tout le caractère avec le parc et les fleurs et envisager d'y installer des activités culturelles, artistiques, de travail, de loisirs ou de sport que nous pourrions parfaitement déterminer d'un commun accord. Peut-être serait-il possible que nous nous rencontrions lors de l'un de vos passages à Paris ou à Deauville. Je pars moi-même pendant le mois de juillet, mais je serai dans l'une ou l'autre ville pendant toute la durée du mois d'août. Veuillez agréer, je vous prie, etc. Et la Fondation Calouste Gulbenkian répond à Michel d'Ornano. On va zoomer ici. Voilà. Monsieur le député maire, j'ai pris connaissance avec plaisir de ce que vous m'avez dit dans votre lettre du 5 courant en ce qui concerne l'intérêt de la ville de Deauville pour le domaine des Enclos, propriété de la Fondation Gulbenkian. Je regrette de devoir vous informer que moi-même, le mois courant, je ne pourrai me déplacer ni à Paris ni à Deauville, mais j'espère bien pouvoir le faire au mois d'août en compagnie de mon collègue, M. Roberto Gulbenkian, en date à fixer opportunément. Donc vous voyez, dès juillet 1971, il est question de cette donation du parc à la ville de Deauville. Démarche indispensable et préalable, le passage en conseil municipal d'une délibération qui évoque la cession gratuite et la demande de déclaration d'utilité publique de ce parc, où effectivement on rappelle l'historique de la relation.
M. Calouste Gulbenkian, collectionneur absolument extraordinaire, avait créé la Fondation Gulbenkian à laquelle il a apporté des revenus considérables, des immeubles, des palais et sa collection. M. Calouste Gulbenkian, de son vivant, venait très souvent à Deauville avant-guerre. Il avait acheté le domaine des Enclos, situé à proximité de Deauville, sur le territoire de la commune de Bénerville. M. Calouste Gulbenkian avait fait planter des essences de bois rares de même que des fleurs splendides. La propriété était admirablement entretenue, la Fondation Calouste Gulbenkian apportant annuellement les fonds nécessaires à son entretien. Cette propriété pourrait être utilisée à des fins culturelles, éducatives, artistiques, sportives. Il pourrait être procédé à des activités qui comprendraient des expositions, des conférences, des séminaires à but scientifique, littéraire, juridique, des congrès. Nous pourrions envisager un centre audiovisuel, un palais des congrès. Vous voyez que le CID, à un moment donné, avait été évoqué là-bas. Des réunions d'études pour discuter des problèmes européens, des réunions d'hommes politiques, scientifiques, des économistes, des juristes, des techniciens, etc. Des floralies pourraient y être organisées et un petit zoo pourrait y être créé. Ces diverses activités seraient complétées par des installations hôtelières destinées à recevoir les participants. Tout ceci doit naturellement faire l'objet d'une étude extrêmement importante. Donc en 1971, la ville et les élus témoignent de leur intérêt pour cette donation et la donation se fait et en 1971, la presse fait écho que la Fondation Gulbenkian offre un domaine de 34 hectares sur le mont Canisy à la ville de Deauville avec le projet de construction d'un palais des congrès et d'un hôtel, qui, comme vous le savez, ne s'est pas fait là et s'est fait sur les laits de mer en face du casino de Deauville. Et puis, dans ces années, au hasard de recherches que je faisais en préparant une exposition sur le Deauville de Jacques-Henri Lartigue, je suis tombé sur une page d'un album photographique de Jacques-Henri Lartigue, où vous allez reconnaître des visages qui vous sont familiers, puisqu'on a effectivement, en juin 1971, Anne Dornano qui entreprend une visite au parc des Enclos, et elle est accompagnée pour cette visite de Jacques-Henri Lartigue, de sa femme Florette. On est ici dans la partie basse où il y a les volières. Et puis ici, on a un personnage très important qui est mort prématurément, qui était Pierre de Fenouil. Pierre de Fenouil qui était inspecteur au ministère de la Culture en charge en particulier de la photographie, qui était lui-même un grand photographe. Et ils font cette petite visite de repérage, comme ça, avec Jacques-Henri Lartigue, dans ce parc, pour essayer d'imaginer de possibles activités. La ville, donc à partir de la donation du parc, donc je reprends la petite chronologie que j'avais tout à l'heure. Donc, nous redit qu'effectivement, en juin 1971, l'idée de donation à la ville de Deauville du parc des Enclos commence à être élaborée. Et c'est une délibération du 27 novembre 1971, qu'on vient de voir, qui accepte le principe de la donation. Les tractations durent près de 2 ans, car il faut mettre au point les conditions administratives et surtout fiscales. En effet, le parc appartient toujours à la Société horticole et foncière du sud de la France, et il ne faut pas qu'elle soit lésée par la donation. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires approuve la donation le 19 juin 1972. Vous voyez, on est 1 an et demi après les premières tractations. Et enfin, la fondation actionnaire majoritaire de la société impose des conditions au don. Les conditions imposées sont que le lieu sera utilisé pour des activités artistiques, scientifiques, culturelles et éducatives. La ville demandera que soient rajoutés des buts sociaux ou touristiques, mais cela devra rester minoritaire par rapport au reste. Il ne sera pas question de construire de HLM et de logements sociaux, par exemple. La ville devra maintenir le noyau du parc et des jardins et leurs éléments décoratifs dans le même état qu'à l'origine. L'ensemble des terrains ne pourra être détourné de son but ni vendu, à l'exception de 10 hectares dont les parcelles sont désignées dans l'acte notarié et qui sont laissées à la libre utilisation de la ville. La ville peut construire des bâtiments destinés aux activités autorisées à condition de respecter la deuxième condition. La deuxième condition, c'était de maintenir le noyau du parc et les jardins. Et la ville devra donner le nom de Calouste Gulbenkian au parc. Et on attendra le 150e anniversaire de la ville de Deauville en 2010 pour que le parc, historiquement nommé Parc des Enclos, s'appelle désormais le parc Calouste Gulbenkian. L'acte notarié est signé le 3 juillet 1973, mais une réception officielle est organisée le 22 août 1973 en invitant les membres de la Fondation, les membres de la famille Gulbenkian, ainsi que diverses personnalités politiques ou artistiques amis de Deauville, comme Yul Brunner qui possédait un château et un manoir à Bonnebeau, Omar Sharif qui était chaque année présent à Deauville comme à la fois passionné des courses et de bridge, et André Hambourg, le peintre André Hambourg, qui, comme vous le savez, a fait une importante donation lui aussi par la suite à la ville de Deauville, était de cette visite inaugurale.
Depuis cette date, depuis 1973, la ville de Deauville entretient ce parc. Ce parc, jusqu'alors, était ouvert 2 mois par an, les 2 mois d'été, et était ouvert chaque 1er mai, on le sait peu, gratuitement, avec les jardiniers de la ville de Deauville qui offrent un brin de muguet à chaque visiteur. La coutume perdure. À partir des années 80, Anne Dornano, maire de Deauville, on le verra tout à l'heure en image, a décidé de planter pendant plusieurs années autant de pommiers que d'enfants nés à Deauville, ce qui fait que tout le verger a été renouvelé avec une opération qui s'appelait Un enfant, un arbre. Pendant les étés 2006 et 2007, juste après mon arrivée aux affaires culturelles de la ville de Deauville, j'avais organisé avec des plasticiens régionaux 2 rendez-vous durant 2 étés qui associaient des artistes contemporains adeptes du land art, et on avait procédé à des installations d'art contemporain dans le parc des Enclos. Certains l'ont peut-être visité, c'est une opération, un petit festival qui s'appelait L'Art est dans le pré. Donc ça a eu lieu en 2006 et 2007. En 2009, le parc a été classé et les cônes de vision sur le Pays d'Auge ont été classés par le ministère de la Culture. Et le 3 juillet 2010, à l'occasion du 150e anniversaire du Deauville et du 37e anniversaire de la donation du parc, dans le cadre des cérémonies et des différents rendez-vous qui ont ponctué, il y a eu plus de 400 rendez-vous qui ont ponctué les 150 ans de Deauville, on a organisé une grande journée où on a baptisé officiellement le parc Goulbelchian. Sur la partie supérieure du verger, le président de la Fondation Goulbelchian et le maire de Deauville ont planté un pommier du Portugal. C'était dans la tradition d'un enfant, un arbre. Et, comme vous le savez, la Fondation Goulbelchian a longtemps entretenu un ballet, mais continue d'entretenir un orchestre et un chœur. Ce chœur est dirigé par le chef suisse Michel Corboz. Donc le chœur Goulbelchian est venu à Deauville, dans le parc, et on a organisé un concert qui, bien évidemment, associait des chants inspiré du chant des oiseaux, ça allait de Josquin des Prés à Olivier Messiaen, dirigé par Michel Corboz. Et le soir, le chœur Goulbelchian a donné la petite messe solennelle de Rossini au théâtre du Casino de Deauville. Et depuis le printemps 2019, c'est donc assez récent, le parc est désormais ouvert 5 mois par an. Donc, comme je vous l'ai dit, on est à 30 minutes, donc je vous invite vraiment à vous y rendre. Le parc est ouvert donc de Pâques jusqu'aux Journées du patrimoine, jusqu'à la mi-septembre. Et on a procédé à un nouveau service depuis peu, c'est qu'on a fait déposer à l'entrée du parc des chaises longues, ce qui fait que vous arrivez au parc, vous laissez une clé de voiture, une pièce d'identité, et vous pouvez vous installer où vous voulez avec une chaise longue et vous poser dans ce parc qui, par ces temps de canicule qui nous sont promis, reste un oasis de fraîcheur formidable. Donc, on va continuer un petit peu à commenter des images et photos de ce parc. Je pense, alors, donc on a vu ici qu'on était en 1977. Voici un état et un plan dressé par le service des espaces verts, qui est très intéressant parce que à la fois on retrouve ici l'entrée dont je parlais. On a commencé à jalonner sur ce plan les espèces rares et précieuses. Ici, on a le départ du grand scénario et l'emplacement où il devait y avoir la maison de reconstruite. Ici, on a un des cônes de vision qu'on apercevra tout à l'heure. Ce grand scénario qui, comme je vous le disais, s'achève vers un rond qui donne sur la prairie, la roseraie qu'on retrouve ici, et puis le verger en contrebas, et puis, de façon comme ça très, très lisible, le bosquet avec sa balustrade qui offre une vue magnifique et plongeante, avec ici un fléchage qui conseille un parcours dans ce parc. Je dois dire que lorsqu'on a parcouru cet espace-là, on a parcouru un 20e du parc. C'est effectivement le noyau central, mais à l'échelle d'un parc de 39 hectares, vous voyez, c'est comme somme toute assez modeste. Donc, voici le plan d'aujourd'hui, hein, le plan qui vous est remis lorsque vous entrez dans ce parc. Donc, pour le coup, on aperçoit bien ici cette espèce de rond-point dont on a souvent parlé et qui donne sur cette prairie en pente, avec ici une limite de visite et en contrebas de la propriété, une ferme et les volières qu'évoquait Goulbelchian dans ses dernières lettres, Alexis Léger, Saint-Jean-Perse. Et puis, toute cette partie-là, c'est une partie supérieure, la Pinède. Je parlais tout à l'heure d'un blocos qui se situe par ici. Et ici, on a une route qui longe effectivement la propriété. Et ici, on a un domaine qui s'appelle les Calouets, qui est un centre, un foyer, on va dire, d'hébergement pour des jeunes adolescents en difficulté.
et qui est une propriété qui appartenait au dramaturge Henri Bernstein, qui du coup a été quelque temps voisin de Gulbenkian. Aujourd'hui, quand vous vous rendez aux enclos, vous êtes accueillis par ce portail et cette chaumière qui est toujours en place. Alors il faut savoir qu'en 1971, lorsque la Fondation Gulbenkian a fait don de ce parc à la ville de Deauville, travaillait un couple d'agriculteurs dans la ferme en contrebas. Et bien évidemment, la Fondation a demandé à ce qu'on les maintienne dans les lieux. Et puis la dame, devenue veuve vieillissant, elle s'est posée dans cette chaumière. Et moi, quand je suis arrivé en 2005, la dame avait 94 ans. Elle était toujours là et elle s'est éteinte à 96 ans, en pleine autonomie dans cette maison. On parlait tout à l'heure de l'emplacement où devait être reconstruite la maison qui donnait sur un des premiers cônes de vision. Voilà, effectivement, le cône de vision, le premier cône de vision qui donne sur les vallonnements du Pays d'Auge. Ce sont des vues d'aujourd'hui, ce sont les vues que vous verrez si vous vous rendez dans ce parc, avec ici un arbre et une végétation qui a beaucoup poussé et qui cache en partie, bien évidemment, la mer qui se situe là, la plage de Bénerville. Autre, on en a beaucoup parlé, voilà la vision qu'on a aujourd'hui de cette balustrade, ce grand bosquet. Alors bien évidemment, quand le chœur Gulbenkian est venu, cet emplacement-là avait été choisi parce qu'il était parfaitement adapté comme une scène de théâtre naturel, comme une scène de théâtre de verdure. Je dois dire d'ailleurs qu'au-delà du chœur Gulbenkian, les promenades musicales du Pays d'Auge ont eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des propositions dans ce parc, que ce soit avec l'Orchestre régional de Normandie ou avec des créations plus contemporaines qui ont été présentées il y a quelques années. Du haut de cette balustrade, voilà la vue qu'on a sur cette roseraie, la fontaine, le verger en contrebas, et vous voyez que là aussi les vues et les vallonnements sont magnifiques. La roseraie, la voici aujourd'hui. Et puis ce grand scénario qui débouche sur l'allée, sur ce rond-point qui positionne au fond, voilà à quoi elle ressemble, avec un renouvellement de temps en temps des espèces. Vous voyez qu'à l'échelle, les personnages, on est dans un décor et dans un espace magique, silencieux, on entend que le bruit des oiseaux. J'ai oublié de vous dire que la roseraie, je vais revenir en arrière, on est obligé sur cette roseraie de mettre des fils électriques à l'entrée du petit escalier qui y mène, parce que régulièrement les biches et les chevreuils viennent manger les boutons de rose. Donc c'est pour vous dire la quiétude et le calme et la manière dont ce parc est investi par toute une faune, parce qu'effectivement, je pense qu'en plein hiver, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y promènent. Donc on a vu ce grand scénario. On parlait tout à l'heure de cette fabrique, d'une fabrique auquel Alexis Saint-Léger préconisait à Calouste-Gulbenkian de s'y poser. On la voit ici, elle se situe au bout à gauche du grand scénario, et là on la voit un peu plus précisément. On parlait du verger, voici le verger en contrebas. Donc ce verger en contrebas avec plein de variétés de pommiers qui ont été plantés, et ici, je vous parlais d'un pommier du Portugal, il a été planté symboliquement ici en haut, avec une variété de pommes du Portugal qui s'appelle, je crois, Alfama ou Afalma, qui est une pomme étonnante, à la fois très astringente et très douce. On a beaucoup parlé de Saint John Perse. Voici un portrait de Saint John Perse à l'époque, dans les années 50, où il correspond avec Calouste-Gulbenkian. Et voici Calouste-Gulbenkian, dans les dernières années de sa vie, dans les années 50, posé au parc des Enclos. Autre photo de Saint John Perse à l'époque de cette correspondance. Et puis la dernière photo que l'on possède de ce Calouste-Gulbenkian dans le parc des Enclos. Et lorsqu'en 2010, j'ai proposé à la Fondation Gulbenkian de révéler une partie de ses archives et de la reproduire, vous savez, sur des feuilles de plastique très épais, dans une petite fabrique, un petit pavillon qui domine le verger, la Fondation Gulbenkian a eu l'idée de découper 2 silhouettes de Calouste-Gulbenkian qui sont plantées encore aujourd'hui dans la roseraie et qui vous permettent, lorsque vous promenez aux Enclos, de croiser et d'apercevoir au loin la silhouette de Calouste-Gulbenkian. Voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de cette visite, donc j'espère qu'elle vous a donné envie d'y aller. N'hésitez pas, en tout cas, le parc est ouvert jusqu'à la mi-septembre et je suis sûr qu'en le découvrant, vous en apprécierez à la fois toutes les ressources et toute la magie.
Beaucoup d'entre vous ont prélevé sur la banque d'accueil un petit dépliant de 3 pages qui vous donne les indications pour y accéder. Il ne me reste qu'à souhaiter que vous soyez autant séduits que moi par ce parc. Merci de votre attention.